J'espère qu'il y aura des filtres hein, parce que... Bon alors c'est parti, on y va. Où est-ce qu'elle est la caméra là? C'est laquelle qui prend? Celle-là? Ouais, je crois que c'est celle-là. Bon, on va essayer de regarder là. Bonjour à tous et bienvenue dans Sortilège et Tasse de thé. Donc ici on va parler littérature de genre et donc plus particulièrement de fantasy, de SF, de fantastique et aussi d'enquête parce que c'est aussi ce que je lis pas mal, enquête, polar, voilà. Donc c'est parti pour le premier épisode. Alors dans ce premier épisode, on va avoir deux catégories plus une catégorie bonus. La première catégorie, je vais vous parler de mes dernières lectures fantasy. Et dans la deuxième catégorie, des lectures enquête que j'ai particulièrement bien aimées dans deux genres un petit peu différents. Et en bonus, on aura une petite BD qui n'a rien à voir avec la fantasy et rien à voir avec les polars. Voilà. Alors juste un petit aparté. Par rapport à d'autres booktubes, vous ne verrez pas aussi souvent voilà, des livres brandis comme ça, puisque ma façon de lire ces derniers temps, c'est d'emprunter beaucoup d'ouvrages à la bibliothèque médiathèque de mon secteur, parce que c'est plutôt très bien fourni, ou alors de lire sur ma liseuse Kobo que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, suite d'ailleurs à une recommandation de Morgane. Voilà, je vous mettrai dans les notes le lien vers sa vidéo qui m'a bien convaincue d'acheter cette liseuse-là. Donc voilà. Donc je n'aurai pas vraiment d'ouvrage à vous montrer comme ça, donc je vous mettrai des petites vignettes au fur et à mesure pour que vous puissiez voir quand j'ai pas les ouvrages sous la main, parce qu'ils ont déjà été rendus à la bibliothèque ou qu'ils ont déjà été rendus aussi parce que j'utilise l'emprunt numérique sur ma liseuse également, via toujours ma médiathèque de secteur. Donc je vous mettrai des petits visuels pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les couvertures des ouvrages dont je parle. Voilà. Donc on attaque directement avec cette première catégorie fantasy. Je vais vous parler d'un des derniers ouvrages que j'ai lu. C'est un cycle en fait, c'est le cycle du Haut Royaume de Pierre Pével. Et je me suis attaquée à ce cycle parce que j'ai vu que Lorraine de la chaîne Booktube des mots de l'imaginaire en avait parlé comme étant vraiment une saga vraiment intéressante. Donc j'ai commencé le tome 1 du Haut Royaume qui s'appelle Le Chevalier. Voilà, très récemment, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Donc j'attends un peu avant de faire la suite de la saga, mais en tout cas ce premier tome m'a bien plu et donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. L'univers du Haut Royaume de Pierre Pével, c'est aussi plutôt, je pense, de la fantaisie un peu sombre. Je crois que ça peut être classé dans ce qu'on appelle la dark fantasy. Donc on est vraiment dans un univers médiéval très sombre. On a voilà, des batailles, des combats, mais également des luttes de pouvoir, des intrigues de cour. Donc il y a un petit peu de tout ça dans cet ouvrage. Et donc l'ouvrage commence, voilà pour dire que c'est un peu dark, en fait, l'ouvrage commence, le héros il est emprisonné dans une prison terrible, celle normalement dont on ressort pas. Et il est pas en bon état du tout, Lorne Ascarion, au début de cet ouvrage, puisqu'il est contaminé par l'obscur. Alors l'obscur, on ne sait pas trop ce que c'est encore à la fin du tome 1. C'est une force maléfique qui est présente dans le Haut Royaume et qui peut contaminer des personnes. Et donc c'est le cas de Lorne qui a été contaminé par l'obscur. Ça fait très très peur à tout le monde et c'est pour ça qu'il essaye plus ou moins de cacher cette contamination. Pas franchement avec du succès parce que très vite ses concitoyens se rendent compte qu'il a quelque chose de changé et qu'il est un petit peu particulier. Donc effectivement, c'est un personnage très noir, très torturé. Et au début de l'histoire, donc il est dans cette prison et il va être libéré de cette prison de manière tout à fait inattendue, puisque normalement il n'aurait jamais dû sortir. Il a été condamné pour haute trahison. Et donc il est sur ordre du roi, du haut roi, parce qu'on est dans le Haut Royaume, sur ordre du haut roi, il est libéré et il est convoqué par le haut roi pour accomplir une mission. Voilà. Et on découvre petit à petit dans l'ouvrage quelle va être cette mission. Voilà. Alors moi j'ai vraiment bien aimé l'ambiance.
petit à petit comment Lorne il arrive à se reconstruire finalement à l'intérieur de cette quête qui va donner un petit peu de sens à sa vie, parce qu'en fait au moment de son emprisonnement il a à peu près tout perdu, hein. Il avait plutôt tout pour lui au moment où il a été emprisonné, jugé très très rapidement. Donc en fait on assiste un peu à sa reconstruction et on se rend compte que c'est un héros qui est absolument exceptionnel en tant que personnage, très intelligent. Donc moi j'ai bien aimé parce que donc c'est très fouillé, c'est très documenté, on rentre petit à petit dans l'univers, c'est très immersif. Moi j'aime bien le médiéval fantastique ou la fantaisie médiévale. C'est vraiment voilà, un univers que j'aime beaucoup, que j'avais découvert il y a très très longtemps dans ma jeunesse quand j'avais lu L'Assassin Royal de Robin Hobb, que vous connaissez sans doute. Donc j'ai retrouvé un petit peu cette dimension-là dans... Enfin, il y a de la filiation sans doute, voilà. Un autre parallèle que j'ai fait et qui du coup m'a bien plu aussi, c'est le parallèle avec un classique de la littérature, Le Comte de Monte Cristo. Moi je trouve qu'il y a vraiment une similitude un petit peu, en tout cas surtout dans le début, ça démarre pareil avec Le Comte de Monte Cristo, Edmond Dantès de manière totalement injuste, il se retrouve emprisonné dans une prison dont normalement on ne sort pas, donc il ne va pas en sortir de la même manière que Lorne, mais on a vraiment cette idée de la déchéance, l'injustice et forcément aussi un peu hein, la vengeance, essayer de retrouver les gens qui ont été à l'origine de cette déchéance, de cette incarcération, voilà. Donc on retrouve vraiment tous ces grands thèmes qui, moi, m'ont beaucoup plu dans le Comte de Monte Cristo. C'est un de mes classiques préférés. Voilà. Et effectivement, les deux héros ont aussi comme point commun d'être des personnages tout à fait exceptionnels, c'est-à-dire d'une grande intelligence, qui ont fait leurs preuves avant d'être incarcérés ou d'être dans des situations vraiment compliquées. Et on retrouve ça aussi chez Lorne, donc un guerrier exceptionnel, très droit, honnête, etc. Et reconnu vraiment par ses pairs comme tel, et on le destinait à un avenir vraiment très lumineux, hein, justement comme Edmond Dantès avant qu'il soit incarcéré lui aussi dans sa prison. Et tous les deux, ils en sortent, et grâce à cette intelligence, ils arrivent à reconstruire quelque chose de leur vie qui est quand même absolument phénoménal. Par exemple, Lorne il va reformer la gare d'Onyx qui n'existait plus depuis extrêmement longtemps dans le royaume, donc c'est pas rien. Et il redevient aussi du coup quelqu'un qui compte en termes de pouvoir. Le Haut Royaume, c'est un cycle de 4 tomes. Donc moi j'ai lu le premier, Le Chevalier. En deuxième tome, on a l'adversaire. Non, c'est pas ça. Donc le premier tome, c'est Le Chevalier. Le deuxième tome, c'est L'Héritier. Le troisième tome, c'est Le Roi. Et le dernier tome, c'est l'adversaire. Voilà. Pierre Pével, c'est un auteur de littérature de la fantaisie, c'est un auteur contemporain. Et moi, j'avais déjà lu de lui un autre cycle, mais qui est beaucoup moins dark, beaucoup plus jeune adulte. Alors toujours, effectivement, plutôt dans le merveilleux, avec des créatures. On retrouve là aussi les dragons, on retrouve un monde différent, mais cette fois-ci, c'est différent puisque le monde des hommes est différent du monde merveilleux et il est caché. Le monde merveilleux est caché, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas au fait de ce qui se passe vraiment du côté du monde merveilleux, alors que le monde des humains est relativement classique et ressemble beaucoup au nôtre en fait. C'est plutôt une uchronie en fait. Voilà. Et effectivement, c'est beaucoup plus léger et du coup, je suis contente de découvrir un autre univers pour cet auteur parce qu'à chaque fois, c'est très bien documenté, c'est très bien raconté. On a envie de savoir la suite. Alors, dans le Pays des Merveilles, dans le Paris des Merveilles, on n'a pas le côté épique qu'on a là dans le Haut Royaume. C'est un style vraiment différent, mais voilà, j'avais bien aimé aussi ce cycle-là de Pierre Pével. Et en plus, j'ai découvert, en cherchant qui était cet auteur, qu'il est juste à côté de chez moi en plus. Donc sans le savoir, je fais de la lecture locale, parce qu'il a fait ses études et il vit à Nancy encore en ce moment. Voilà. Donc cette fois-ci, toujours dans la catégorie fantasy, mais cette fois-ci jeune adulte, j'ai lu très récemment Engrenage et sortilège d'Adrien Thomas,
qui est aussi un auteur de fantaisie français. Et Adrien Thomas, j'ai eu envie de découvrir son univers parce que j'ai entendu Quentin de la chaîne Cornelius en parler dans un de ses épisodes. Voilà, donc il a montré un autre ouvrage, je ne me souviens plus lequel c'est, mais il se trouve que moi j'ai trouvé en format numérique en me baladant sur certains sites, Engrenage et Sortilèges. Donc voilà, ça m'a donné envie de voir un petit peu cet auteur, quel était son univers. Donc là, on est plutôt, si on en juge un peu la couverture et l'histoire, un univers plutôt steampunk. Hein, sur la couverture, voilà, vous verrez que on a le côté engrenage, machine, mécanique, industrielle. Donc on a un petit peu ça dans cet univers fantasy d'Adrien Thomas. Mais là, on est plutôt sur, donc je l'ai dit, du jeune adulte. Donc c'est pas un cycle, hein, c'est un seul ouvrage. Bon, après, il fera peut-être une suite puisque c'est un ouvrage qui est très récent. Il a été publié en 2019 aux éditions Rajo, je crois. Et donc là, on est vraiment sur, effectivement, jeune adulte. Donc on suit les deux protagonistes qui ont 15 ans et qui sont scolarisés tous les deux dans une des écoles les plus prestigieuses de leur royaume, l'Académie de Célumbre. Et donc ils ont tous les deux des spécificités par rapport au monde dans lequel ils vivent, parce que ce monde, il est hiérarchisé entre certains qui ont des pouvoirs magiques et qui appartiennent souvent à la noblesse, et d'autres qui peuvent avoir des aptitudes particulières pour tout ce qui est mécanique. Et donc dans cette société, il y a une espèce de hiérarchie quand même pour les magiciens qui sont mieux vus que les mécaniciens, qui sont un petit peu méprisés. Donc c'est un petit peu, évidemment, ça se ressent également à l'école, où en fait nos deux héros, ils ne peuvent pas se voir en peinture l'un de l'autre, puisque l'un fait partie de la caste des magiciens et l'autre fait partie de la caste des mécaniciens. Donc au début, ils se détestent. Donc il faut dire que le jeune homme qui est magicien est plutôt assez exécrable, hein, clairement il passe pas sympa du tout, hein, voilà. Et donc effectivement là, vous l'aurez compris, on a une inversion, moi c'était intéressant, une inversion des rôles genrés, c'est-à-dire qu'en fait celle qui s'occupe de mécanique, le personnage qui s'occupe de mécanique, en fait c'est la jeune fille, c'est Grise, et celui qui est magicien, ésotéricien, c'est Cyrus. Donc on a le côté, on casse un peu les codes voilà, de cette distinction manuelle, non manuelle, etc. Et on casse aussi du coup l'image un peu de la sorcière. Par contre, il y a des choses qui sont toujours vraies. La jeune fille, c'est la meilleure de sa classe et de loin. Donc là, on est plutôt raccord avec la situation scolaire et la réussite scolaire des filles. Par contre, moi, ce qui m'a un peu plus gênée dans le rapport des personnages, c'est que donc à l'école, Grise, elle s'en sort très bien, c'est une très bonne élève, etc. Mais quand ils se retrouvent dans la vie réelle, parce qu'ils vont se retrouver tous les deux au milieu d'un complot, hein, ils vont devoir grandir un petit peu vite pour se sortir de cette histoire dans laquelle ils se sont retrouvés malgré eux. Et donc une fois qu'ils sont sortis de l'école, qu'ils se retrouvent dans la vraie vie, Grise, elle se révèle au début en tout cas très immature, c'est-à-dire elle fait un peu n'importe quoi, elle leur fait prendre des risques, elle ne se rend pas compte, elle agit, oui, de manière un peu écervelée, pas très réfléchie, alors que tout de suite, le jeune homme, lui, il prend en compte, il se rend compte des enjeux, et c'est lui qui est très mature finalement. Donc voilà, moi ça m'a un peu gênée. Alors pas le fait que le jeune homme soit mature, hein, voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais le fait que ce soit elle qui soit à la fois très bonne à l'école, mais en fait complètement immature dans la vie réelle, enfin complètement, c'est un petit peu excessif, mais voilà, donc ça m'a un petit peu gênée qu'elle soit dépeinte à un moment comme voilà, ayant des comportements pas du tout réfléchis. Voilà. Donc si vous l'avez lu, dites-moi si ça vous a choqué ou pas, ou si c'est moi qui extrapole, qui suis un peu trop chatouilleuse là-dessus. Voilà. Alors, comme dans beaucoup de romans de ce genre pour jeunes adultes, on retrouve le parcours initiatique, le passage de la naïveté de l'enfance au monde adulte, donc pour eux de façon assez brutale et pas vraiment prévue.
On retrouve aussi la difficulté parfois de s'affranchir des représentations du milieu familial, de remettre en cause ce qui a été appris, ce qui a été dit. Donc voilà, la construction de la maturité. Voilà, on retrouve un petit peu ces éléments-là. L'univers est intéressant, plaisant à lire. Ça se lit d'ailleurs vraiment assez vite. Et globalement, les deux héros sont intéressants. Bon, ça reste de la littérature jeune adulte. Mais voilà, pour ceux qui aiment le style et puis surtout pour la cible, hein, les jeunes adultes, les enfants, les ados, pré-ados de 12-13 ans, voilà, clairement c'est un ouvrage qui est vraiment sympa à lire. Alors maintenant on va aborder la deuxième catégorie, c'est la catégorie enquête et polar. Alors volontairement dans cette catégorie polar, 2 salles, 2 ambiances. Je vais vous parler d'une première série d'enquêtes que j'ai lues récemment. J'ai lu 3 ouvrages de cet auteur. Ce sont vraiment, c'est le classique roman à enquête et l'auteur c'est Robert Goddard. Donc je vous mettrai là aussi les différents visuels puisque ça ce sont des livres que j'ai écoutés en format audio. Voilà. Donc j'ai pas de pochette à vous présenter, de livre à vous présenter. Donc Robert Goddard, c'est un auteur anglais, contemporain également. Donc ces ouvrages n'ont pas été écrits récemment, ça date de la fin des années 80, début des années 90 pour ceux que j'ai lus. Et plutôt que de vous faire un résumé de chaque ouvrage, comme je vous présente les 3 que j'ai lus, je préfère vous expliquer un petit peu l'univers de l'auteur, comment se construit, ce que j'ai remarqué comme récurrence dans ces romans et ce que j'ai aimé. Voilà, parce qu'effectivement, c'est une lecture que j'ai bien aimée. Alors moi j'en ai lu 3. J'ai commencé par lire, alors j'ai pas suivi l'ordre hein, ni de publication ni voilà. Donc j'ai commencé par lire L'héritage d'Evenol. Ensuite j'ai lu Heather Malander a disparu et le dernier que j'ai lu, qui est en fait un des premiers qu'il a écrit, c'est Le secret d'Edwin Strafford. La plus grande partie de l'intrigue se passe en Angleterre. Heather Malander, il y a une petite partie qui se passe en Grèce au départ, mais en fait, ensuite, le reste de l'enquête, des recherches, etc., ça va se passer en Angleterre. Donc, on retrouve un peu cette ambiance anglaise que moi, j'aime bien en termes d'enquête. Alors, pour le premier, L'héritage d'Evenol, ça se passe dans l'Angleterre victorienne. Donc, moi, j'adore la période, voilà, le moment. On retrouve hein, la bourgeoisie, l'aristocratie anglaise. Et vraiment, il arrive à retracer l'ambiance de manière magistrale. Et on a également une documentation historique qui est vraiment très pointue. D'ailleurs, dans le dernier, le secret d'Edwin Strafford, ça se passe en fait pendant tout le XXe siècle. On a des flashbacks puisqu'en fait le personnage principal il vit en 1977 et en fait il remonte l'enquête pour décortiquer, retrouver des événements qui se sont passés de 1900 à 1960 à peu près. Donc on a aussi tout un retour historique sur l'Angleterre de l'avant-guerre, de la Première Guerre mondiale, de l'entre-deux-guerres, ensuite de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on suit les héros. Alors c'est pas toute l'action ne se passe pas là. On suit chez Goddard, c'est ça. On suit la vie des personnages. Donc, ce n'est pas les grands événements historiques, mais on a vraiment une documentation historique importante. Par exemple, dans l'affaire Edwin Strafford, on est un peu immergé dans les intrigues du pouvoir au moment de Lloyd George, de Churchill. Donc c'est vraiment très très intéressant. Évidemment c'est une fiction, hein, le personnage, on n'est pas du tout dans le documentaire, mais il a intégré des documents, des faits historiques qui sont vraiment super, super intéressants à suivre dans ce côté fictionnel. Voilà. La première particularité que moi j'ai notée, en tout cas sur les 3 livres hein, que j'ai lus, je répète, j'ai pas lu l'ensemble des choses qu'il a écrites, mais sur ces 3 livres-là, le personnage principal à chaque fois c'est quelqu'un qui est en pleine, il n'est pas un moment super fun de sa vie, donc il est plutôt dans un moment bad. Il est en situation de déchéance. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi socialement, qui a connu des erreurs de parcours, etc. Et à chaque fois, il se retrouve embarqué dans une histoire qui va lui permettre
de reprendre un petit peu de confiance en lui, voilà, le fait d'être plongé dans une affaire qui ne le concerne pas directement, mais d'avoir envie d'aller chercher toutes les raisons, de faire des recherches, etc. C'est quelque chose qui va le porter pendant tout l'ouvrage. Et donc voilà, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est on connaît, on n'est pas dans le héros absolument parfait, l'enquêteur incroyable et tout. Non, en fait, c'est jamais des enquêteurs professionnels et c'est toujours des gens qui se retrouvent plus ou moins mêlés à des histoires de près ou de loin et ils vont mettre le doigt dans un engrenage et ils vont pas réussir à en sortir jusqu'à savoir le fin mot de l'histoire. Et donc nous, on est à la place de cette personne-là et on a aussi envie, évidemment, de savoir le fin mot de l'histoire. Alors, ce que moi j'aime bien aussi dans la façon dont Robert Godard il écrit ses livres, c'est qu'en fait, on va aller assez loin dans la vie des personnages, on va décortiquer les grands événements qui leur sont arrivés, les choix qu'ils ont faits, les décisions qu'ils ont prises, et de fait, en fait, on va petit à petit, dans le roman, connaître vraiment très bien la psychologie des personnages, leur façon de fonctionner, etc. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est assez poussé. Donc on a à chaque fois des choses qui sont très bien documentées au niveau historique, au niveau du contexte, mais aussi au niveau des personnages et de leur psychologie. Donc c'est le type même du page-turner, c'est-à-dire que il faut qu'on sache la suite, quoi. C'est des livres qui se lisent quand même, ils sont quand même assez volumineux, mais ce sont des livres qui se lisent vite parce qu'on a absolument envie de savoir ce qui va se passer, quels sont les événements, etc. Donc on n'est pas non plus, d'ailleurs, la fin, c'est pas la grande révélation, le truc auquel on ne s'attendait pas, etc. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui va se construire petit à petit, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la lecture, on va grappiller des éléments. Et nous-mêmes, en tant que lecteurs, on va réussir à brosser un petit peu le tableau final jusqu'à ce que l'auteur nous confirme les choses au fur et à mesure. Alors, il y a des petites choses qu'on n'avait pas comprises, il y a des petites choses qu'on ne savait pas qui étaient restées dans l'ombre et qui nous sont un petit peu révélées à la fin. Mais globalement, petit à petit, c'est nous qui, en même temps que le personnage principal, découvrons, élaborons des hypothèses et se forgeons notre propre avis en essayant de grappiller des preuves de ci, de là en fonction de ce que l'auteur il amène. Donc ça, c'est vraiment, je trouve vraiment très bien joué parce que du coup, on a l'impression d'être quand même un peu actif dans la réflexion par rapport à cette enquête et on suit vraiment le chemin du personnage principal. Alors c'est page-turner aussi parce qu'il y a une tension au fur et à mesure, les événements d'ailleurs s'accélèrent sur la fin et il y a une vraie tension de lecture pour savoir ce qui va se passer, ce qui s'est passé, comment de façon contemporaine ça va avoir des impacts sur la vie des personnes qui sont les contemporains de l'histoire, puisque à chaque fois on a l'idée qu'on revient en arrière sur des événements passés, mais qui ont des impacts vraiment très importants sur la vie des personnes présentes. Donc il y a vraiment une tension scénaristique là dans cet ouvrage-là. C'est aussi ce qui explique qu'on a envie de savoir ce qui se passe à la suite. Alors, je vous ai dit 2 salles, 2 ambiances. Donc, la deuxième salle, ça n'a rien à voir. Si, c'est des enquêtes et ça se passe en Angleterre. Donc, moi, s'il y a ces 2 éléments-là, je suis contente. Et donc là, c'est une série, cette fois-ci, un cycle d'enquêtes avec des personnages récurrents. Et donc, c'est la série des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Et donc, moi, j'ai lu les 3 premiers tomes. Donc c'est, alors il faut que je regarde parce que du coup je ne sais plus. C'est Rendez-vous avec le crime, Rendez-vous avec le mal et le 3e Rendez-vous avec le mystère. Donc ici l'ambiance c'est cottage, campagne anglaise, mystère, coup tordu. Dans un tout petit village de la campagne anglaise qui s'appelle Brancliffe. Et un héros masculin c'est Samson O'Brien et le héros féminin c'est Delilah Metcalf. Donc on va suivre ces 2 héros récurrents et d'ailleurs avec toute la communauté qu'on retrouve dans plus ou moins dans chacun des épisodes. Samson O'Brien, lui, il a c'est un ancien policier qui est plus ou moins mis à pied pour des histoires dont on n'a pas encore trop le détail, qui donc se construit une agence, donc il vient se mettre au vert en fait, et il monte une agence de détectives privés. Et avec Delilah, ils vont mener des enquêtes. Donc on a l'ambiance typique voilà, de l'enquête dans la campagne anglaise. Alors évidemment ça fait penser à Agatha Christie, la campagne de Miss Marple. Donc là aussi, voilà, étant grande fan,
je suis contente. Donc on est d'accord, ce n'est pas de la grande littérature très exigeante, etc. Mais alors c'est une littérature qui fait un bien fou, c'est très léger, on a envie de savoir la suite, c'est bien écrit, les personnages sont quand même intéressants, fouillés au fur et à mesure de chaque épisode, on apprend des choses nouvelles. Donc voilà, moi c'est une série que j'aime beaucoup. Et alors je sais que dans le même style, il y a eu aussi la série des Agatha Raisin. Alors moi j'ai pas accroché du tout, j'ai lu 2 livres des Agatha Raisin et vraiment on est aussi dans le côté, bon ben voilà, Agatha Raisin, bon ça fait le lien avec Agatha Christie, la campagne anglaise et les enquêtes, avec les petits secrets de village. Mais le style est pas du tout le même. Là, on est vraiment sur quelque chose de burlesque, d'un peu grotesque, un peu humoristique chez Agatha Raisin, avec une héroïne qui en fait des tonnes, qui est un peu délurée, etc. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'aime moins. Donc je n'ai pas accroché sur cette série-là et je trouve aussi que les personnages sont beaucoup moins caricaturaux en fait dans la description qu'en fait Julia Chapman dans ses ouvrages. Donc moi je préfère plutôt cette série-là. Si on veut se recréer un petit peu l'ambiance, si on a lu tous les Agatha Christie, Hercule Poirot, Miss Marple et que du coup il n'y a plus rien à se mettre sous la dent, bah, Julia Chapman ça fait un petit peu la petite Madeleine de Proust qu'on récupère un petit peu sur les lectures enquête campagne anglaise. Alors, dernière catégorie qui est hors catégorie, c'est-à-dire c'est pas de la fantaisie et c'est pas de l'enquête, c'est une BD, voilà, une BD qui s'appelle La Ligue des super féministes que j'ai acheté très récemment et que mon chat a quand même réussi à me manger. Donc voilà, je sais pourquoi j'achète pas trop de livres en fait, hein, voilà, ils sont mangés. Donc là j'étais un petit peu dégoûtée quand même parce que c'était un livre que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur un salon. Et donc il y avait quelqu'un de cette maison d'édition, La Ville Brûle, que moi je connaissais pas trop, donc qui publie beaucoup d'ouvrages qui ont trait en fait aux sciences sociales et des ouvrages un peu militants entre guillemets sur tout ce qui est critique sociale. Donc celui-ci m'a intéressée parce que moi je suis intéressée par la sociologie du genre et je me suis dit bon voilà, une BD ça peut être pas mal. Et effectivement donc c'est Myrion Mal, hein, j'ai pas cité l'auteur, c'est Myrion Mal, donc, qui est une illustratrice contemporaine française aussi. Et donc elle est illustratrice, hein, c'est son travail, mais elle a aussi complété ses études d'illustratrice par un cursus en master de sociologie, d'anthropologie sur les questions de genre. Donc elle s'est quand même pas mal documentée, ça se sent dans la BD, c'est vraiment intéressant, c'est très poussé, c'est très pointu parfois, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais vraiment l'idée de la BD c'est intéressant parce qu'en fait c'est de manière synthétique et visuelle, on a les grands débats qui sont balayés sur ces questions. Donc on retrouve notamment la question du consentement, la question de la beauté, la question de la sororité ou de l'amitié entre les femmes, entre les filles. Alors l'ouvrage, il est au départ, je pense, pour un public de pré-ado, parce que l'auteur en fait s'adresse aux gens en les tutoyant. Là, on a le tutoiement de fait dans l'ouvrage et c'est très explicatif, c'est très pédagogique. Donc je pense qu'au départ, l'ouvrage il est fait plutôt pour ce public-là. Alors bien sûr, hein, c'est bien documenté et c'est vraiment assez pointu. Donc il y a plein d'adultes qui vont apprendre des tas de choses en lisant cet ouvrage. Hein. Ce n'est pas un ouvrage au rabais hein, sur ces questions-là, loin de là. Et donc c'est un ouvrage qui est intéressant et le format BD permet, je pense, de pouvoir en parler avec les plus jeunes de manière beaucoup plus facile qu'un ouvrage classique de sociologie qui peut faire peur et dans lequel, il ne faut pas se mentir, des enfants de 12, 13, 14, 15 ans vont pas se plonger. Voilà. Sauf si éventuellement ils en parlent à l'école dans certains cours, mais voilà, la sociologie à l'école, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Voilà, j'ai bien aimé ça, c'est-à-dire qu'on puisse mettre à la portée du plus grand nombre ces questionnements. On entend parler de beaucoup de choses dans le débat public, la notion de privilège par exemple pour les hommes, des choses comme ça qui peuvent être expliquées de manière assez pédagogique dans cet ouvrage. Cependant, moi je trouve que c'est assez justement pointu, c'est complexe
Et pour le coup, même si c'est en format BD, moi je pense que des personnes de 12, 13, 14 ou 15 ans, ils ont besoin d'être accompagnés sur la lecture d'un ouvrage comme ça, c'est-à-dire d'avoir un adulte à qui ils peuvent en parler ensuite, avec qui ils peuvent débattre, à qui ils peuvent poser des questions, mais il faut que cet adulte il soit aussi un petit peu au fait de ces questions-là, parce que sinon c'est un peu compliqué. Là, il y a des pages, notamment sur toute la partie intersectionnalité à la fin. C'est quand même très pointu à expliquer, c'est pas évident à comprendre, surtout quand on n'a pas du tout de notion. Il y a aussi une catégorie sur l'identité de genre, et là on aborde des termes comme la binarité, la non-binarité, les personnes cisgenres, les personnes transgenres. Donc ça c'est des choses qui sont quand même très complexes. Voilà, ce sont des termes qui ne sont pas communs, qu'on ne retrouve pas de façon commune et qu'on n'explique pas en fait la plupart du temps. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même un petit peu ardu. C'est très complet, mais alors du coup c'est très foisonnant, il y a plein d'infos quoi, sur cette planche, on retrouve beaucoup de termes très complexes en distinguant justement l'identité, la préférence sexuelle, que c'est pas la même chose. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment, c'est très bien fait, mais ça peut être complexe. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la petite vigilance un petit peu sur cet ouvrage. Et puis enfin, après, bon, c'est très personnel, mais moi, j'aime pas du tout les dessins. J'accroche pas, c'est pas du tout mon trip habituel de dessin. Donc, alors j'entends bien que l'art c'est pas fait pour être joli, que là justement on a le côté le dessin qui est complètement raccord avec cette idée de la diversité physique, la diversité au sens vraiment global, des personnes qui vivent dans notre société, de nous tous, on est tous complètement différents, l'idée de casser les codes, etc. Donc ça, le dessin, du coup, il est tout à fait raccord avec le contenu de l'ouvrage, mais moi, j'avoue que voilà, les dessins, je n'apprécie pas d'un point de vue esthétique cette BD. Je l'ai vraiment pris plutôt pour le message et pour son contenu, mais voilà, c'est très personnel, j'aime pas les dessins. Voilà. Enfin, j'aime pas les dessins, c'est peut-être un peu excessif ça quand même. Bon bref, je ne suis pas touchée, voilà, on va dire ça plutôt, je ne suis pas touchée par l'esthétique de ce type d'illustration. Voilà, c'est pas le type d'illustration vers lequel je vais, c'est pas le type d'illustration que moi je trouve beau. J'espère que c'était pas trop long sur ces différentes catégories, fantasy, enquête, et puis le petit bonus avec la BD féministe qui j'espère ne vous aura pas fait peur. Voilà, le premier épisode pilote un peu est terminé, donc j'espère que ça vous aura plu. J'avoue que j'ai déjà plein d'idées de choses que je pourrais partager avec vous sur la thématique de la littérature de genre que j'ai un petit peu abordée, sur mes dernières lectures, sur les choses, la manière dont je lis, ce que j'ai découvert, les lectures aussi qui ont un peu évolué au fur et à mesure du temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, me faire part de vos retours. Je serais très contente que vous puissiez me dire si vous aussi vous avez ressenti les mêmes choses par rapport à ces ouvrages, si vous les aviez déjà lus, ou si ça vous a donné envie de les lire. Voilà, et éventuellement des choses sur lesquelles vous auriez envie qu'on échange, ou des choses sur lesquelles vous auriez envie que je revienne ou que j'explore, ou donnez-moi des idées, mais pas d'idées lecture par rapport à ce que vous pressentez de mes goûts. Donc voilà, je suis tout à fait partante pour lire bientôt vos commentaires.